Et que donc, à travers cette fameuse humiliation qui a été infligée à Patrice Emery Lumumba, le professeur Matumeni démontre que le colon entendait intimider à vie, for life, l'homme noir, que vous êtes vous et moi, l'homme noir tout court, et à mettre en garde quiconque oserait s'attaquer à son maître, c'est-à-dire l'Occident. C'est donc un régal scientifique qui nous démontre que finalement la communication dans son univers méthodologique, dont l'intertextualité est véritablement un carrefour conceptuel. C'est donc un auteur immense que j'ai l'honneur d'inviter pour qu'il nous fasse sa leçon morale, qu'il nous dise un peu comment est-ce qu'il a fait pour partir de la communication et aborder un fait aussi délicat de la communication politique, de l'histoire politique, de sciences politiques. Le professeur Matumeni est mieux placé pour le faire avec et sous vos applaudissements. Je n'ai pas de désagrément avec le micro. Ça va aller. Bonjour à tous et à toutes. Messieurs les membres du comité de gestion et du DECIC, je voudrais vous remercier de m'avoir invité ce jour pour animer cette leçon, on va dire, et autour d'un thème qui me passionne depuis un certain temps, et je crois que c'est sachant que ça fait partie de mes pistes de recherche actuellement que vous m'avez invité à le faire. Alors, disons pour commencer que si Patrice Emery Lumumba était encore en vie, il aurait totalisé 100 ans, le 2 juillet de cette année. Parce que, effectivement, il est né le 2 juillet 1925. Donc, on va dire, 2025, c'est son année centenaire. Ce timing, évidemment, n'a pas échappé au comité de gestion. Il ne m'a pas échappé non plus, puisque, comme le professeur Lombonia, le secrétaire général académique, venait de le dire à l'instant, j'ai consacré cette année un ouvrage en 3 tomes sur le personnage de Patrice Emery Lumumba. Il y a énormément d'ouvrages qui ont été écrits sur lui. J'en ai compté à peu près une trentaine, je crois. Et la plupart ont une orientation historique. Il y a quelques analyses. Personnellement, j'avais voulu, dans ces 3 tomes, suivre une orientation de sémioticien. Il a dit, je suis sémiologue, mais aussi narratologue. Tout justement, ce concept de macro-histoire qu'il a évoqué, qui permet de relier les faits actuels, récents, à une historicité qui peut aller jusque assez loin dans le passé. Mais, je vais peut-être décevoir plus d'un, puisque ce n'est pas de cela que je vais parler aujourd'hui. Je n'ai pas prévu de parler de mes 3 ouvrages, de ces 3 tomes, puisque nous attendons encore le vernissage. J'espère qu'il se fera dans les semaines qui viennent, avec la bénédiction et l'autorisation du comité de gestion. Étant dans le secret des dieux, ils ont compris ce que je veux dire. Alors, aujourd'hui, je parlerai plutôt d'un autre thème qui me passionne depuis un certain temps. Je ne pensais pas m'y intéresser pendant un moment, mais depuis quelque temps, ça a commencé à monter un peu en moi. Et ce thème, c'est celui de la paternité du discours du 30 juin 1960. Est-ce que Patrice Emery Lumumba était bien l'auteur de ce discours? Alors, ce qui m'a interpellé, c'est le fait que, il y a quelques mois d'ici, quelques personnalités publiques congolaises dans les médias
affirmé de manière péremptoire que non, Patrice Emery Lumumba n'en était pas l'auteur. Il y en a un qui a même dit que des gens ont écrit et lui ont remis pour aller lire. J'ai estimé que c'était presque une insulte. D'ailleurs, pourquoi je dis presque? C'était une insulte pour la mémoire de ce grand homme. Et voilà pourquoi j'ai réfléchi. Je confesserai d'ailleurs mon péché mignon, c'est que quand un sujet me passionne, eh bien, je finis par approfondir la réflexion et souvent par écrire. Et donc, sur ce thème-là, je viens de produire un nouvel ouvrage qui sera probablement publié en janvier et qui s'intitule « Lumumba et le discours du 30 juin 1960, une paternité incontestable, la preuve par l'intertextualité ». La preuve par l'intertextualité. J'ai produit quelques vidéos. J'en produis, puisqu'il est prévu qu'on en ait une douzaine, 11 ou 12, comme ça, d'ici la fin de l'année. Et l'une d'elles, ou disons les deux premières, parlait justement, abordait la question de ce discours du 30 juin 1960. Évidemment, dans une vidéo qui, par essence, a un public assez large, même si la cible est quand même une cible intellectuelle, on ne peut pas aller un peu plus loin, on ne peut pas faire un développement théorique assez poussé. Je pense que pour une assemblée comme celle-ci, je peux me hasarder, n'est-ce pas, à plonger un tout petit peu dans les méandres des choses théoriques, même si nous avons des petits derniers qui viennent de nous rejoindre, des jeunes gens qui viennent d'arriver, mais je pense qu'il n'est pas trop tard, il est temps pour eux justement de commencer à s'habituer, n'est-ce pas, à intégrer les concepts, les notions, les théories de base du domaine qu'ils auront à poursuivre dans leur cursus universitaire. Alors, j'ai parlé de l'intertextualité parce que, en fait, lorsque l'on entend ce qui se dit autour de ce discours, on se rend bien compte que le point de vue qui prédomine est un point de vue qui se veut historique. Ceux qui affirment que Lumumba n'en était pas l'auteur, ils s'appuient sur, semble-t-il, des documents, mais que personne n'a jamais vu. Et malheureusement, il y a un point de vue contraire. Il y a d'autres qui disent que oui, Lumumba était bel et bien l'auteur de ce discours. On a même imputé à Jean Van Lierde, je vous en parlerai tout à l'heure, encore de Jean Van Lierde, on a dit que c'était lui parce que c'était l'un des conseillers, des amis proches de Lumumba. Or, Jean Van Lierde, dans une émission de télévision, a dit de vive voix qu'il n'était lié ni de près ni de loin à ce discours. Il n'y a pris aucune part. Et donc, si on continue avec le point de vue historique, on ira vers une impasse, puisqu'on va se buter à des contradictions. Les uns vont dire une chose, et les autres vont continuer à dire le contraire. Et j'ai été personnellement interpellé par les propos de François Reckmans. Je crois qu'il est encore journaliste à la télévision belge. Hein? Retraité maintenant, oui. Voilà. Donc François Reckmans, voici ce qu'il dit. Il dit ceci. Tous les proches du Premier ministre sont formels. Lumumba a rédigé son discours tout en discutant certaines idées avec ses proches. Il poursuit. La lecture de tous les autres articles et discours de Lumumba suffit à s'en assurer. Reckmans ne pensait peut-être pas qu'en disant cette phrase-là, il était en train d'ouvrir une piste de recherche. C'est justement la piste intertextuelle. Lorsqu'il dit « il suffit de lire les anciens discours, les anciens propos, etc. de Lumumba », eh bien, il ouvre cette piste-là. Et cette piste nous invite, nous amène à analyser le discours lui-même
rattacher à des discours antérieurs de Lumumba lui-même. Parce que, justement, il faut qu'on en parle maintenant. Qu'est-ce que c'est que l'intertextualité? Il faut d'abord savoir que l'intertextualité, c'est un courant, d'abord littéraire, qui naît suite à un autre courant qu'on appelle le dialogisme. Le dialogisme naît avec des chercheurs qu'on appelait BMV, B comme Bakhtin, Mikhail Bakhtin, M comme Pavel Medvedev, et V comme Vincent Voloshinov. Ce sont les trois qui ont imaginé, qui ont commencé à travailler sur cette notion de dialogisme. Malheureusement, les deux derniers sont morts, et Bakhtin est resté finalement le seul en vie, et il est devenu le tenant, n'est-ce pas, de ce courant-là, du dialogisme. Qu'est-ce que c'est que le dialogisme? Le dialogisme, d'abord, c'est quelque chose qui dépasse le dialogue. C'est vrai qu'on y voit le dialogue. Ça parle aussi du dialogue. Mais il dépasse le dialogue ordinaire pour nous dire que les textes, c'est-à-dire les livres, etc., tous les textes sont en dialogue avec ceux qui les ont précédés, d'autres diront même ceux qui vont leur succéder. C'est ça le dialogisme. Et je vais même vous lire aussi un propos de Bakhtin lui-même. Il dit « L'objet du discours d'un locuteur, quel qu'il soit, n'est pas l'objet de discours pour la première fois dans l'énoncé donné. Et le locuteur n'est pas le premier à parler. L'objet a déjà, pour ainsi dire, été parlé, controversé, éclairé et jugé diversement. Il est le lieu où se croisent, se rencontrent et se séparent des points de vue différents, des visions du monde, des tendances, etc. etc. Et Bakhtin affirme que seul Adam, l'Adam mythique, était le premier à avoir parlé, qu'il n'avait rien d'autre avant lui, n'est-ce pas, à partir duquel on pouvait mettre en conversation, n'est-ce pas, ses propos à lui, son dialogue à lui. Et d'autres auteurs disent aussi que le dialogisme nous renvoie finalement à des formes d'écho, de résonance, d'harmonique, qui font signe vers d'autres discours. L'intertextualité est fille du dialogisme. Et la notion a été inventée par une sémiologue française, Julia Kristeva, en 1969. Et il faut dire aussi que la notion a connu une grande postérité, puisque beaucoup d'auteurs s'y sont intéressés, beaucoup ont produit des réflexions sur l'intertextualité. Voici par exemple une définition, celle de Michel Riffater. Il dit l'intertexte est la perception par le lecteur de rapports entre une œuvre et d'autres qui l'ont précédée ou suivie. Et donc on trouve dans cette définition l'affirmation d'un double mouvement. Un mouvement vers ce qui s'est passé, rétrospectif, et un mouvement prospectif vers d'autres textes qui vont suivre. Alors, autre élément intéressant, c'est que lorsqu'on recourt à des auteurs tels que Roland Barthes et Kristeva, justement, eh bien, on voit que la théorie s'enrichit, n'est-ce pas, d'une certaine terminologie technique. Par exemple, ces deux auteurs, Barthes et notamment Kristeva aussi, n'est-ce pas, enrichissent la théorie avec les concepts de phénotexte et de génotexte. Qu'est-ce que c'est que le phénotexte? Le phénotexte, c'est le texte que vous avez à la main, celui que le lecteur est en train de lire. Et certains auteurs comparent ce phénotexte-là à la performance plus tard, pour nos jeunes gens qui viennent d'arriver, peut-être d'autres aussi. Plus tard, vous entendez parler des auteurs tels que Noam Chomsky. Le concept de performance, n'est-ce pas, est un concept emprunté à Noam Chomsky. Et le génotexte, c'est ce qui précède ce texte de référence auquel on peut rapporter ce
lu, ce qu'on a entendu, on va le raccorder à un gélotexte, à un texte ou une série de textes qui ont précédé. Il n'y a pas que cela, il y a aussi toute une typologie. Lorsque l'on parle du phénotexte, la typologie peut concerner, par exemple, les citations. C'est d'ailleurs la citation, c'est la forme la plus courante, la plus visible de l'intertextualité. Lorsque vous citez un auteur, c'est que forcément vous faites référence, n'est-ce pas, à ses propos, à ses propositions, à ses énoncés, etc., etc. Il y a la référence, il y a l'allusion, et ainsi de suite. Mais lorsque l'on envisage la chose du côté du génotexte, on parle alors de l'intertextualité généralisée, c'est-à-dire que on peut alors trouver plusieurs textes d'auteurs différents à relier avec le texte qu'on est en train de lire, qu'on est en train de suivre. C'est cela, n'est-ce pas, l'intertextualité généralisée. Et l'intertextualité restreinte, par contre, c'est celle qui se rattache au texte d'un seul auteur. Un seul. Et c'est pour cela d'ailleurs que certains théoriciens en parlent en termes d'autotexte. Auto, c'est soi-même, n'est-ce pas? Automobile, ce qui se meut soi-même. Autotexte, le texte de soi-même, de l'auteur lui-même. Et c'est là que la chose devient intéressante pour nous. Parce que lorsque nous voulons poser la question de l'intertextualité au sujet du discours de Lumumba, en définitive, nous voulons poser la question: quels sont les écrits antérieurs dont Lumumba s'est inspiré pour écrire ce discours? Mais lorsque nous posons comme hypothèse que Lumumba est lui-même auteur, n'est-ce pas, de ce discours du 30 juin, eh bien, nous en parlons alors en termes d'autotexte. Nous voulons donc dire que, en réalité, n'est-ce pas, ces autotextes-là, c'est ceux-là qui ont effectivement, n'est-ce pas, conduit, qui l'ont amené à concevoir et à rédiger son discours. Alors, maintenant, évidemment, le problème qui reste, c'est comment vérifier tout ça? Comment vérifier dans le discours du 30 juin que c'est bel et bien Lumumba lui-même, que les génotextes auxquels ce texte renvoie sont des autotextes. Comment le vérifier? Alors, excusez-moi, pour cela, j'ai commencé, dans ce livre que je vous ai montré tout à l'heure, qui va paraître bientôt, j'ai commencé par essayer de rassembler les génotextes potentiels. Ces génotextes potentiels ne peuvent que regrouper les anciennes productions discursives de Patrice Emery Lumumba. Et nous avons de la chance, justement, parce que Jean Van Lierde, dont je parlais tout à l'heure, Jean Van Lierde a écrit ce livre dans lequel il a rassemblé tous les discours prononcés par Patrice Emery Lumumba depuis le 11 décembre 1958 jusqu'au mois de mai 1960. Il a rassemblé tous ces discours-là. Et le deuxième, c'est un compatriote, le professeur Jean-Marie Mutamba Makombo, le recteur le connaît certainement, puisque c'est un historien aussi. C'est un collègue à lui, à nous aussi, bien sûr. Collègue d'autres facultés. Lui, il a écrit ceci: Patrice Lumumba, correspondant de presse, 1948-1956. Dans cet ouvrage, Mutamba Makombo rassemble, il compile tous les articles, je dis bien tous les articles écrits par Lumumba entre 1948 et 1956. Alors, ces données-là, les dates sont importantes. Pourquoi? Eh bien parce que si nous arrivons à démontrer qu'il y a un lien, c'est que, effectivement, le lien est établi. Pourquoi? Parce que tous ces documents datent
avant que Lumumba ne devienne Premier ministre, de longtemps avant le 30 juin. Comme disent nos amis juristes, in tempore non suspecto. Les textes que nous avons là, certaines datent de 1948, donc 13 ans, non, 12 ans avant le 30 juin 1960. D'autres de 1956. Donc nous avons déjà ces deux compilations qui nous fournissent un certain nombre de génotextes. Le total, nous avons 43 chez Van Lierde, le discours. C'est vrai qu'il a pris aussi d'autres documents, des lettres qu'on a écrites à Lumumba. Nous nous sommes intéressés uniquement à ce que Lumumba lui-même a dit, a écrit. 43 avant l'indépendance, avant le 30 juin. Donc, de 1958 à 1960, à mai 60. 43. Il y en a 35 après. Chez Mutamba Makombo, il y a environ 75 articles de Lumumba. Donc nous avons là déjà un génotexte, un potentiel génotexte, n'est-ce pas, auquel nous pouvons nous référer pour voir si effectivement Lumumba s'est référé à ces documents-là. Nous allons voir tout à l'heure comment et pourquoi. Mais cela n'est pas tout, puisque il n'y a pas que ces documents compilés, pas que les articles, pas que les discours. Lumumba a écrit un livre, Congo, terre d'avenir, est-il menacé? Il l'a écrit en 1956, pendant qu'il était en prison. Il a écrit ce livre-là. Et puis il y a d'autres documents encore qui ne sont pas nécessairement compilés là-dedans. Il y a par exemple des extraits de son meeting, à Katapokome, je pense, n'est-ce pas, qu'on trouve dans notamment l'ouvrage de Cécile Maniwa, n'est-ce pas? À l'Ojaoui, voilà, pardon. Pourquoi il ne pouvait pas aller à Katapokome? Non, parce que c'est les catacombes. Parce que simplement, à l'Odja, c'était le centre-ville. Ok. D'accord. Voilà. Alors, pour faire cette analyse, tous les auteurs font la même chose. Il faut un repérage. Il faut aller dans le corps du texte pour repérer, n'est-ce pas, ces unités-là. Ces unités peuvent être des mots, un mot à lui seul. D'ailleurs, dans l'ouvrage, vous verrez que je fais même une allusion, enfin pas seulement une allusion, une petite analyse d'un nouvel ouvrage qui vient de paraître en France, Coulée brune, de Olivier Manoni. Coulée brune, comment le fascisme inonde notre langage. C'est un ouvrage qui est plein d'intertextualité, rien qu'à travers les mots qui sont utilisés. Voilà. Donc les mots en eux-mêmes peuvent renvoyer, n'est-ce pas, à des génotextes. Des phrases, des énoncés, parfois des paragraphes, des thèmes. Et le seul problème, c'est que l'analyse intertextuelle se fonde uniquement sur la capacité mnésique du lecteur. Le lecteur doit avoir lu. Il doit connaître pour se dire, tiens, au fait, quand je vois ceci, ça renvoie à cela. Parce qu'il a lu, il connaît les génotextes. Et lorsque on veut faire cette analyse, je ne vais pas aller dans les détails, sinon vous allez dire, oui, mais on a épuisé le contenu du nouvel ouvrage. Non. Je vais prendre juste quelques petits exemples pour illustrer ceci. Parce que j'estime que c'est important. C'est très important que nous puissions avoir une réponse, si pas certaine, mais au moins le plus vraisemblable possible à la question de savoir si Lumumba a été lui-même l'auteur de son texte. C'est important pour nous, pour les générations à venir. Nous avons grandi avec ce mensonge-là. Pour moi, c'est un gros mensonge. Et donc, nous devons informer les jeunes, leur donner les outils théoriques, méthodologiques, n'est-ce pas, pour que vous soyez en mesure de connaître, de critiquer les choses et de vous faire une religion par vous-même. Alors, je prendrai juste deux petites séquences dans ce fameux discours. Ce sont des séquences dans lesquelles, si vous l'avez déjà lu ou entendu ce discours-là, la première, les deux d'ailleurs ont presque la même structure,
elles sont de type anaphorique. La première séquence commence par « Nous avons connu le travail harassant pour les salaires qui ne nous permettaient pas de vivre, etc. Nous avons connu, il le dit 7 fois. Et la deuxième séquence, c'est « Nous allons faire en sorte que le Congo soit ainsi de suite. » Et il le dit 9 fois. Ces deux séquences, si vous avez l'occasion de relire ce discours, vous allez voir que, en réalité, ces deux séquences-là construisent ce qu'on appellerait aujourd'hui du storytelling. Dans ce discours, Lumumba fait du storytelling. C'est-à-dire qu'il raconte la vie de sa communauté. Il raconte sa propre vie. Quand vous lisez, vous allez voir qu'effectivement, il parle des choses qu'il a vécues. Il parle des emprisonnements. Il parle des expropriations. Et ainsi de suite. Mais, il ne suffit pas de le dire comme ça. Puisque nous disons qu'il y a des génotextes. Quels sont ces génotextes? Par exemple, puisqu'il y a deux storytelling en fait, le storytelling qui raconte ce qui s'est passé et celui qui raconte comment il voit le Congo futur. C'est une sorte de storytelling proleptique. La prolepse, c'est ce qui va venir après. Alors que dans un premier temps, c'est la prolepse, le storytelling analeptique, c'est-à-dire ce qui précède. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, dans ces deux storytelling, je prends un exemple. Lorsqu'il dit « Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. » Lumumba décrit ici ce que l'on appelle le profilage. En langage policier, le profilage consiste, d'une part, à arrêter, même s'il n'y a pas vraiment un délit aux États-Unis, on le voit, n'est-ce pas? Même s'il n'y a pas vraiment un délit, mais à soupçonner, puis arrêter, n'est-ce pas, quelqu'un, simplement pour sa race, sa couleur de peau. Et d'autre part, le profilage, c'est lorsque la police ou la justice a face à elle deux malfaiteurs, un noir et un blanc, n'est-ce pas? On verra que le noir sera traité plus sévèrement, sanctionné plus durement, n'est-ce pas, que le blanc. C'est ça le profilage. Et ce profilage s'étend même dans diverses activités de la société. Lumumba le dit. Mais est-ce la première fois qu'il le dit? Pas du tout. Si vous avez le temps de consulter son livre « Congo, terre d'avenir est-il menacé ?» lisez à la page 88. Il dit ceci exactement. Il dit « Actuellement, on constate que dans la répression des délits, les peines sont atténuées pour les Européens. L'application est parfois suspendue, tandis que pour les Noirs, la répression semble être plus sévère et compte généralement de longues peines corporelles. Ainsi, une même infraction est réprimée de façon différente selon qu'il s'agit d'un blanc ou d'un noir. Au premier, on inflige souvent la peine minimum, au dernier, la peine maximum. N'est-ce pas ce qu'il dit dans le discours? C'est ça, non? C'est exactement la même chose. Il dit, nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. C'est exactement ce qui est dans Congo, terre d'avenir est-il menacé. Concernant un autre point, par exemple la rémunération, les salaires, Lumumba en parle depuis toujours. Il en parle, il y consacre environ 13 pages dans Congo, terre d'avenir est-il menacé. Livre daté de 1956 en prison. Encore une fois, in tempore non suspecto. On ne savait même pas qu'il serait Premier ministre un jour. Il le dit déjà. Et dans les articles, rappelez-vous, Moutamba, 1948-1956, dans les articles, il y a consacré au moins 3 articles, notamment des articles, merci, notamment des articles qu'il a consacrés au problème de l'exode rural. Et il explique
toutes les zones rurales, par 3 causes, notamment le fait que les gens qui sont dans les milieux ruraux, n'est-ce pas, ils sont soumis à des corvées, mais pour des rémunérations minables, vraiment minables. Il le dit en ce moment-là déjà. Et si vous prenez maintenant la partie du storytelling proleptique, eh bien, il suffit de prendre chaque fois, nous allons, n'est-ce pas, et trouver l'inverse. Je vous donne 1 ou 2 exemples, parce qu'on me dit qu'il ne me reste plus que 3 minutes. J'exagère, hein, Léon? J'abuse, Léon. Par exemple, quand il dit « Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants », il faut entendre « Les terres de notre patrie ne profitaient pas à ses enfants ». C'est clair, non? Très clair. Quand il dit nous allons nous assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail », il faut entendre que personne ne recevait la juste rémunération de son travail. Et ces choses-là, si Lumumba le dit, vous allez lire les détails dans le livre si vous avez l'occasion de le lire, je vous encourage à le faire, eh bien, ce ne sont pas des récits qui lui ont été rapportés. C'est des faits qu'il a vécus, qu'il a parfois subis. Et dans ces articles, il y a des détails assez intéressants. Il montre même sa méthode, sa technique. Sa méthode et sa technique, c'est la méthode sociologique. Je dirais même la méthode journalistique. Il dit presque chaque fois, j'ai mené des enquêtes. J'ai fait des observations. J'ai fait des entretiens. Certains de ces entretiens ressemblent même à ce que l'on appellerait aujourd'hui le focus group. Il a fait tout cela, il a fait un travail de terrain. Ce qui veut dire qu'en réalité, on ne peut que lui imputer ce discours, puisque aucune des personnes à qui on l'a imputé, Jean Van Lierde, Pierre Duvivier, Diallo Telly, Thibou Tunkara, Félix Moumier, Madame André Bloin, etc., de toutes ces personnes, aucune n'a fait le terrain comme Lumumba. Si vous avez l'occasion, moi j'ai commandé finalement, j'avais dû commander ce livre-là de Mutamba, commandez-le, lisez les articles. Vous allez comprendre que effectivement, ces gens-là n'avaient pas les éléments que Lumumba avait pour construire ce discours. Et ces 2 séquences-là que je vous ai données en illustration, à elles seules prennent 5 minutes et 17 secondes. C'est-à-dire à peu près la moitié du discours. La moitié du discours, le discours c'est 12 minutes 32 ou 34. Il faut d'ailleurs enlever les parties des ovations. Dans ce discours, Lumumba a été ovationné 7 fois. Il y a des ovations, hein, presque des standing ovations comme on dirait aujourd'hui. Des applaudissements, n'est-ce pas? Alors que le discours de Kasavubu n'a été applaudi qu'à 2 reprises. Respect pour... Voilà. Le roi Baudouin n'a été applaudi aucune fois lors de son discours. Et le roi Baudouin, on l'a vu à un moment donné se plonger à l'oreille de... Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu es au courant de ça? Et Voilà. quelque part, Kasavubu aurait répondu Kazeiko Molo. Kizeiko. Kizeiko. Je ne sais pas. Et aussi, Voilà. Et donc, dans certains extraits que je vous ai lus, vous allez voir que quelques-uns de ces énoncés sont repris presque expressis verbis, c'est-à-dire presque dans les mêmes termes, les mêmes mots. Ce sont les mêmes idées. Et si vous prenez dès les premiers mots, combattant de l'indépendance aujourd'hui victorieux, jusqu'au dernier, hommage aux combattants de la liberté, pendant les 12 minutes, vous allez voir que le discours est émaillé, totalement émaillé de références auto-textuelles. J'en ai fait le compte, eh bien, vous allez voir, je vous dis, c'est en janvier, hein, le livre, hein, ça va être en janvier, ce livre-là, en janvier. Donc, lisez-le, vous allez voir qu'on ne peut pas
absolument pas penser, comme certains le disent de manière injurieuse, n'est-ce pas, que Patrice Emery Lumumba aurait été presque incapable d'écrire son propre discours, d'autres l'ont écrit pour lui, et lui, il n'est allé juste que le lire. Voilà tout ce que je pouvais vous dire, je vous remercie. J'ai débordé? Allez, j'ai débordé? Non, ça va. Bon, Ça va. Ça, c'est pour vous. non, le mien.